Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va faire un retour en arrière, on va revenir en 1829. Je suis devant une locomotive qui a marqué son époque, c'est la toute première locomotive française, une Marc Seguin. Gaston Monnier, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui avez initié, puis qui avez surtout restauré cette locomotive avec toute une équipe, bien sûr. Non, je n'ai pas restauré, j'ai construit. Ah, donc c'est encore mieux. Et j'ai une première question. Sur le plan technique, en quoi elle diffère des modèles de l'époque? Elle diffère en ce sens que ça a été le précurseur de la locomotive à vapeur sur laquelle on a mis la première chaudière. C'est la première locomotive à avoir une chaudière tubulaire au monde. La chaudière tubulaire, c'est une invention de Marc Seguin. Il avait déposé son brevet en 1825 et il a mis ça sur ses bateaux sur la compagnie du Rhône. Il a acheté une locomotive anglaise. Cette locomotive ne lui rendait pas ce qu'il escomptait. Alors dans le coup, il a enlevé la chaudière et il a mis sa chaudière tubulaire. C'est une chaudière tubulaire à tube de fumée. Il y a deux types de chaudières, tube d'eau et tube de fumée. Alors, ce que je vois derrière aussi, c'est une sorte de grand ventilateur. Est-ce que c'est quelque part le précurseur du turbo? Non, il y en a eu d'autres, mais Marc Seguin a mis cela dessus parce qu'il n'a pas voulu utiliser une technique de l'époque qui était l'échappement dans la cheminée. Donc il a préféré mettre des ventilateurs. Alors ces ventilateurs, quand on se déplace, ça tourne. Quand on ne se déplace pas, on tourne à la main. Et il y a des fois, on a tourné pendant 7 heures parce qu'on n'avait pas un bon charbon. Gaston Monnier, merci beaucoup. Merci. Vous le savez certainement, 2013 sera l'année du centenaire de la première traversée de la Méditerranée par Roland Garros. Je suis en compagnie de Jean-Pierre Lefebvre-Garros, bonjour. Bonjour. Alors, Roland Garros, pour vous, c'était votre oncle germain, c'est ça? C'était le cousin de maman, effectivement, et le cousin germain de maman. Pendant 1 an, il a travaillé avec Grégoire, et puis il a monté sa propre boîte à 22 ans, en fait. C'est quand même déjà assez courageux, si je puis dire. Il était à Sappicourt, donc chez le docteur Lulling, lorsque a eu lieu le premier meeting de Reims. Et là, il a eu envie, effectivement, de posséder un avion. Et il l'a vu, il a décidé, je vais être aviateur. Alors, justement, on voit un de ces avions derrière. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas des ailerons donc, sur les ailes. Donc, pour actionner, en fait, l'avion, il fallait un peu jouer des coudes, des fois. Des coudes de tout le corps, en fait. Pour piloter la demoiselle, on enfilait un gilet, on passait une tige dans le dos et on y accrochait les câbles qui étaient reliés aux ailes. Et qui permettaient de gauchir quelque part. Gauchissant les ailes, l'avion tanguait, suivait j'étais alors des vrais mouvements du corps à gauche ou à droite, enfin ça devait être extrêmement spectaculaire. Le Roland Garros, c'est un des très grands de l'aviation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous invite à présent à revenir dans les années 1950. Il y a eu un convoi avec des tracteurs Massey Ferguson qui est parti à l'assaut de l'Antarctique. Oui, la mission au pôle du Sud avec les tracteurs Ferguson était en 1958. Il y avait 2 groupes de personnes qui ont fait la mission. Le premier groupe était avec Sir Edmund Hillary et ils étaient les premiers qui avaient gagné le pôle du Sud avec les tracteurs. Il y avait 3 tracteurs Ferguson. Le petit gris, le Ferguson T20, ils sont choisis parce qu'ils sont très légers et aussi ils utilisent essence, pas de diesel. Et pour les températures, c'est très important qu'ils étaient essence. Le terrain était très difficile avec des crevasses. Aussi, c'est très lourd, c'est très difficile. Et ils ont utilisé aussi les chaînes pour la traction et pour la performance dans ce terrain. Quand ils étaient au pôle du Sud, c'était le 4 janvier,
Et immédiatement, pas immédiatement, mais très vite, nous avons reçu un télégramme de Sir Edmund Hillary, Massey Harris Ferguson, et il a dit que c'était la fiabilité de notre tracteur Ferguson qui a fait la mission possible. Voilà, je vous retrouve dans l'habitacle d'une Méhari. Alors c'est vraiment une voiture étonnante qui est née en 1968 sur la base d'une 2 chevaux. Pascal Varaldi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire adjoint du club Méhari. Alors je suis très content de vous retrouver ici dans cette voiture parce que c'est vrai que la Méhari c'était un concept assez étonnant. C'était une base de 2 chevaux. En 1968, il y a eu quelqu'un qui a eu une idée un peu géniale. Alors le génie, c'était le comte Roger de la Poipe, qui est fondateur de la société SEAB et qui avait voulu trouver une application de cette matière plastique. Donc le génie de cette voiture, c'est qu'elle est lavable entièrement à l'intérieur et à l'extérieur Roger, et qu'à la base c'était un utilitaire. Sur la carte grise, c'est normalement écrit camionnette bâchée. Donc c'est un utilitaire qui après, au fil du temps, s'est transformé en voiture de loisir, avec des modèles comme la Plage ou l'Azur, beaucoup plus ludiques. Alors l'idée c'était bien sûr de ne pas avoir à repeindre la carrosserie, mais c'est aussi une question d'entretien. Oui, l'entretien était beaucoup plus facile, parce que d'abord ça ne craint pas les bosses, ça craint plutôt des cassures, et qu'avec un fer à souder thermique, on peut arriver à ressouder le plastique sans avoir à changer l'élément ou à passer chez un carrossier. Alors ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, trouver une Méhari, c'est pas facile, puis ça coûte cher. Trouver une Méhari, non, c'est pas si facile que ça. Surtout en trouver une en bon état et avec des papiers propres, comme on dit. Le budget à envisager, c'est pas moins de 5 000 € pour une voiture qui a des papiers en règle. Et sur une voiture entièrement refaite à neuf, bon, c'est pas raisonnable de mettre plus de 15 000 €. Pascal Varaldi, merci beaucoup. Merci. Voilà, je vous retrouve devant ma voiture favorite. Il s'agit d'une Jaguar Type E. Je suis en compagnie d'Oscar Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes gérant de l'atelier des Coteaux. Vous êtes, moi j'ai envie de dire, spécialisé dans le fait de retrouver une voiture ancienne, de la rénover, de la proposer à des acheteurs passionnés par ces voitures. C'est bien ça ? Absolument, on s'occupe de toutes les parties techniques des voitures, pas seulement des anglaises. On répare à l'atelier toutes les marques de voitures. On a aussi une bonne compétence en voitures italiennes, Ferrari, Maserati. Mais c'est vrai qu'on a une petite spécialisée pour les voitures anglaises, Jaguar, Austin Healey, Aston Martin. Alors quand je regarde un peu ces superbes modèles, il faut quand même être riche. C'est entre 150 000 et 200 000 € pour une Jaguar Type E. Il faut surtout être passionné. La richesse, c'est tout relatif. Néanmoins, c'est vrai que le prix de revient de la voiture comprend l'achat de la voiture, les 30 ou 40 000 € de pièces neuves qui vont être dedans, la sellerie, le chromage et les 1200 heures de travail qui vont être nécessaires. C'est l'addition de tout ça qui fait ce tarif qui va de 150 à 200 000 € selon les options que vous aurez choisies. Ça correspond à ça. Une voiture moyenne sur le marché vaut 50 70 000 €. Ce n'est pas la même voiture. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Vous voyez cette voiture derrière, il s'agit d'une Alpine Renault de 1973 qui a d'ailleurs fait des merveilles dans le cadre du rallye de Monte-Carlo. Alors il faut savoir que Renault envisage pour 2015 de relancer ce modèle. Chaque semaine, on vous présente une équipe qui a concouru au concours Champs-Élysées. Bienvenue chez Ch'ti. Timothée, 18 ans. Nicolas, 18 ans. Christian, 18 ans. Adrien, 17 ans. Jérémy, 18 ans. Mathieu, 18 ans. Paul, 18 ans. Henri, 18 ans. Victor, 19 ans. Henri, bonjour. Quels sont les niveaux d'études ici dans ce lycée ? Alors, au sein de l'Institut, nous sommes 3000 étudiants, du collège au BTS, en passant par le bac général, bac technologique STAV et bac professionnel, ainsi que le BTS. Timothée, nous sommes dans un établissement assez exceptionnel. Oui, donc ici vous êtes dans le plus grand lycée agricole de France. Donc il a ouvert une session générale en 1993. L'institut est muni de plusieurs installations comme la ferme équestre, une ferme agricole, des serres horticoles. Et ensuite il y a un grand événement en mai prochain. Donc c'est les 120 ans de l'Institut. Il est attendu 70 000 personnes et nous espérons que vous y ferez partie. Guylain Duportail, bonjour. Bonjour. Alors on le voit dans la Voie du Nord, il y a effectivement une sensibilité à la notion de pollution des eaux ici dans la région, mais c'est un cas un peu particulier. Bien sûr.
Donc l'agriculture en fait utilise assez peu de nitrates et l'eau que nous captons dans la région est très faiblement chargée en nitrates. Donc malgré tout, nous avons mis en place une expérimentation permettant donc de diminuer l'azote sur le blé en faisant une culture intégrée dans le cadre du programme Eau Agriculture, de telle façon à produire un blé de meilleure qualité pour une meilleure valorisation. Paul, c'est fabuleux, c'est quoi? Des Drosera, des plantes carnivores, mais pourquoi vous les cultivez ici? Donc en fait, c'est des plantes cultivées en in vitro qui permet une multiplication beaucoup plus rapide. Mais à l'Institut de Genève, on ne fait pas que ça, il y a aussi le domaine horticole, il y a la transformation, l'aménagement, l'agriculture, mais aussi la gestion. Jérémy, qu'est-ce que vous avez fait? Donc notre expérimentation a été étudiée sur une culture de blé durant une campagne. Tout simplement, notre objectif a été de mener une conduite raisonnée et intégrée simultanément. Christian, quels critères avez-vous mesuré? Alors en premier temps, nous avons mesuré les rendements, puis l'impact économique et la qualité des produits qui sortaient de la parcelle. Mathieu, dites-nous juste un des enseignements que vous avez retiré de cette étude. Je ne peux pas tout vous dire, mais notre itinéraire technique est très intéressant, puisqu'il va nous permettre de valoriser la culture sur le marché et donc de compenser financièrement les pertes du rendement. Par contre, l'agriculteur va obtenir une aide financière par l'agence de l'eau. Vous voyez cette superbe voiture, c'est une Ferry 750 Sport de 1955. C'est une voiture qui a eu un palmarès étonnant en gagnant notamment des courses aux États-Unis. C'est une voiture qui a été construite par Pierre Ferry, le père de l'écrivain Luc Ferry. Voilà, pour finir, je vous retrouve devant ce superbe modèle Benz de 1909. C'est le premier véhicule à avoir franchi la barre des 200 km/h avec certes un petit moteur de 21 litres de cylindrée. Je vous invite à venir nous retrouver fin février sur notre plateau télé, sur le pôle des agroéquipements au prochain CIMA. D'ici là, je vous souhaite bien sûr une très bonne semaine.